Bien, bonjour à tous. On va continuer une deuxième partie de la vidéo sur le diagnostic de l'environnement immédiat de l'entreprise, ce qu'on appelle le micro-environnement. Donc, ce qu'on avait déjà vu dans une première vidéo, l'analyse de Michael Porter. On a vu Pestel. Pestel, c'est pour le macro-environnement. Et l'analyse de Michael Porter, c'est pour le micro-environnement. Et donc, on avait vu que l'intensité concurrentielle, ici, elle dépendait de quatre variables: la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des produits de substitution, le pouvoir de négociation des acheteurs et la contrainte réglementaire des pouvoirs publics qui peut modifier l'intensité concurrentielle. Et donc, avec cette vidéo, on va poursuivre finalement la vidéo précédente sur le diagnostic de l'environnement immédiat. Et je vous propose ici, sous la forme d'un petit tableau, de regarder chacune des forces en présence et quels sont les éléments permettant de contrecarrer pour l'entreprise. Et donc l'idée de ce slide, c'est de montrer que finalement la position concurrentielle peut déterminer une stratégie. C'est ça qui est important à comprendre, notez-le. Selon l'intensité de la concurrence peut déterminer une forme de stratégie. On va regarder ici par exemple le pouvoir de négociation des acheteurs. Donc par exemple, il y a certains marchés, l'acheteur est en position de force, souvent quand il y a beaucoup d'entreprises et que les acheteurs sont même très nombreux. Donc quand les acheteurs sont en position de force, que peut faire l'entreprise pour contrecarrer cette contrainte concurrentielle, en tout cas ce manque de concurrence, ce manque de pouvoir de marché. Voilà, j'ai trouvé le mot, ce manque de pouvoir de marché. La première idée, c'est par exemple création d'une marque valorisée par le client final. Le fait d'avoir une marque extrêmement importante auquel les clients sont attachés, l'acheteur sera moins en position de négocier quoi que ce soit. Il est attaché à la marque en question. Ça peut être l'établissement des coûts de transfert. Alors, le coût de transfert, c'est tout simplement faire en sorte que l'acheteur soit un peu prisonnier du système dans lequel. Là, par exemple, Apple me semble être un assez bon exemple. Quand on rentre dans le monde Apple, qu'on a iTunes, qu'on a de la connectique Apple, etc., vouloir changer de consommation, ici dans mon exemple de smartphone ou d'iPad ou d'ordinateur, il faut changer toute une connectique qui n'est pas valable. C'est donc un coût de transfert. Changer de technologie implique, on change même d'environnement, on change de logiciel, on change même de clavier d'ailleurs, quand on passe d'un MacBook ou un ordinateur PC, le clavier n'est pas le même, il y a un coût d'apprentissage. Et bien établir des coûts de transfert, ça peut être un moyen justement d'éviter que l'acheteur soit en position de négocier quoi que ce soit. Ça peut être également de multiplier les réseaux de distribution. Donc à partir du moment où on en trouve partout, l'acheteur va être moins en position de négocier quoi que ce soit, puisque de toute façon le vendeur pourra écouler ses biens un peu où il veut dans n'importe quel réseau de distribution. Et puis ça peut être également une intégration vers l'aval, c'est typiquement l'entreprise qui va absorber justement son acheteur, et donc en l'absorbant, l'acheteur n'a plus aucun pouvoir de négociation. Maintenant, on a vu que dans l'analyse de Michael Porter, on avait également le pouvoir de négociation des fournisseurs. Alors quelles sont les ripostes possibles? Donc les fournisseurs, on est d'accord, c'est ceux qui vont apporter la matière première, ceux qui vont apporter, donc on est plutôt en amont du stade de production ici. Là par exemple, ça peut être la réponse de l'entreprise, c'est de multiplier les sources d'approvisionnement. Voilà, l'idée c'est très simple, plutôt que de dépendre d'un seul fournisseur qui pourrait avoir un pouvoir de négociation sur moi, je vais en avoir plusieurs, ce qui fait que je mets en quelque sorte mes fournisseurs en concurrence. Je contrecarre donc cette force de la concurrence. Ça peut être l'utilisation de technologies de composantes génériques. Alors c'est un peu lié à l'argument précédent, c'est-à-dire que de toute façon ce que vous me fournissez, vous fournisseurs, ce que vous me fournissez ça n'a rien d'exceptionnel. Ma machine elle peut fonctionner avec des tas d'éléments génériques standards en quelque sorte, et donc du coup c'est une autre façon d'augmenter la concurrence de ces fournisseurs, et donc de baisser leur pouvoir de négociation. Et puis ça peut être naturellement une intégration vers l'amont, c'est-à-dire j'absorbe mes fournisseurs, maintenant vous m'appartenez, et bien dans ce cas-là, puisque maintenant vous êtes une filiale de votre acheteur, votre pouvoir de négociation par définition il est plus bas.
Maintenant, troisième menace que Michael Porter avait remarqué, c'est les menaces de substituts. Donc les menaces de substituts, c'est le fait que la concurrence, le produit que je vends, eh bien, il a plein de substituts possibles. Alors là, tout simplement, ça peut être l'amélioration du rapport qualité-prix. Il y a peut-être des substituts, mais enfin le nôtre, il est quand même un petit peu meilleur, hein, en tout cas dans le rapport qualité-prix. En général, ça passe par de la recherche et le développement, de l'innovation, bien souvent, donc c'est assez compliqué, mais on peut voir des petits commerces en général jouer énormément là-dessus. On peut penser, je sais pas, à des boulangeries dans la restauration rapide le midi. Les boulangers sont devenus des concurrents des petits restaurants en fournissant des formules repas, etc. Donc on peut très bien considérer que amélioration du rapport qualité-prix, c'est un moyen pour ceux qui sont sur ces marchés de faire face à l'intensité de la concurrence. Le sourire de la vendeuse, tout simplement, qui peut être un moyen de fidéliser la clientèle. Ça peut être également fidélisation justement de la clientèle avec réputation, service, qualité. Alors c'est lié avec l'amélioration du rapport qualité-prix et la fidélisation de la clientèle. C'est ce qu'on voit actuellement là encore dans l'exemple dont je parlais. Eh bien, si vous achetez 4 baguettes chez nous avec le ticket que vous avez, vous avez la sixième gratuite et donc on joue sur des tas de petites astuces pour contrecarrer ces substituts possibles. Ça peut être là encore l'établissement de coûts de transfert euh, avec une technologie spécifique. Bon là typiquement c'est un peu l'argument qu'on a vu ici, puisque menacer les substituts, c'est l'argument qu'on a vu pour l'établissement des coûts de transfert ici. Donc typiquement avoir une technologie spécifique. On sait que maintenant les fabricants ne s'en privent pas, peut-être de façon exagérée. Il n'y a pas grand chose de standard. Sur les télévisions, on a quelques standards quand même. Heureusement, l'USB 3 est devenu un standard, mais on voit que pour la connectique dans le monde Android, le monde Apple, le monde Windows, eh bien il y a encore des technologies spécifiques qui empêchent de passer d'un marché à l'autre et donc contrecarrent les menaces de substituts. Ça peut être la création d'une rupture technologique. Alors là, évidemment, c'est le truc qui est génial. Toutes les entreprises n'ont pas les moyens de faire une innovation de rupture. Alors un exemple d'innovation de rupture, selon moi, par exemple, ça a été le Bluetooth ou le Wi-Fi avant. Là, clairement, c'était une technologie. La technologie sans fil a nécessité de modifier complètement, là encore, des substituts. C'est vrai que moi, j'ai un clavier sans fil. J'aurais du mal à revenir avec un clavier avec fil, tellement je trouve pratique cette liberté qu'on peut avoir autour d'un grand bureau, de pouvoir pousser le clavier, de l'utiliser. Là, c'est une technologie de rupture, mais bon, toutes les entreprises n'ont pas les moyens de faire face aux substituts en créant une rupture technologique. Ça peut être un lancement de campagne de déstabilisation du substitut. Alors ça c'est un peu étonnant. En BTS Com, vous savez qu'on n'a pas le droit normalement justement de faire, en tout cas en France, de décrier un concurrent, mais aux États-Unis on a des campagnes de publicité dans lesquelles on ne vend pas son produit, mais on casse du sucre sur le dos du concurrent. Les bonnes publicités entre Pepsi et Cola me semblent assez bien illustrer ce genre de stratégie. Et puis enfin, la possibilité de proposer soi-même le substitut. Évidemment, si on a des produits de substitution, finalement, autant les proposer et rejouer avec ce substitut sur le rapport qualité-prix plus intéressant. Donc voilà, ensuite force de la quatrième force de la concurrence selon Michael Porter, c'est la menace des entrants potentiels. Alors ceux qui ne sont pas encore sur le marché, mais ils peuvent rentrer. Alors là, la stratégie, l'élément qui permet de contrecarrer cette menace, c'est fixer un niveau de prix non rentable pour les entrants. On casse les prix, on met un prix qui est tout de suite très 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 bas, qui fait que les entrants potentiels, vous êtes obligés de vous aligner sur le prix du marché, et nous savons qu'à ce prix-là, vous ne serez pas rentable. Encore faut-il être capable de faire des stratégies très risquées. Ça peut être là encore une fidélisation de la clientèle. Nos clients sont tellement fidèles que même si vous entrez sur le marché, de toute façon, on les tient. Notre réputation, notre service, notre qualité sont tellement bons que de toute façon, même si vous rentrez sur le marché, vous aurez du mal à nous piquer nos clients. Ça peut être là encore l'établissement des coûts de transfert. Alors là, il peut y avoir différentes méthodes, mais rendre le transfert coûteux pour les clients de passer d'un produit à un autre produit. Donc ça peut être une stratégie, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu ici là-haut pour les établissements des coûts de transfert.
Ça peut être également la protection des technologies. Alors là, ça va nous renvoyer au brevet, au secret industriel. Et donc la protection des technologies, l'ennemi potentiel peut-être venir, mais il lui manque quelque chose que nous avons et qu'ils n'ont pas, et c'est encore protégé par un brevet. S'ils veulent cette technologie, ça va leur coûter très cher. C'est un moyen donc de contrecarrer cette force concurrentielle. Et puis enfin, ça peut être de contrôler une ressource rare ou une compétence distinctive. On a quelque chose que de toute façon les potentiels concurrents ne peuvent pas avoir. Alors par exemple, ça peut être dans le domaine de l'électronique, ça peut être les terres rares. Comme leur nom l'indique, les terres rares, vous le savez, alors ça vient de la terre naturellement, c'est le secteur primaire, mais avec des tas d'ingrédients, je crois qu'il y en a 18, des tas d'ingrédients chimiques, des composés, en tout cas des ingrédients, oui c'est ça, chimiques, qui sont nécessaires à la fabrication des écrans plats, des écrans tactiles, etc. Ben, si le concurrent n'a pas ça, eh bien, ça peut être une façon de contrecarrer la menace potentielle qu'il entre sur le marché parce qu'il n'a pas la bonne ressource. Et puis enfin, l'intensité concurrentielle, eh bien ça c'est la capacité d'innovation, hein. Si on a une capacité d'innovation, on en a souvent parlé, c'est ce qui permet de se démarquer, puisque par définition l'innovation donne une structure monopolistique, on est le seul pendant un temps limité certes, mais pendant un temps, on a une situation monopole, on est le seul à pouvoir faire le produit en question. Ça peut être là encore une fidélisation de la clientèle, hein, toujours pareil, la réputation, ça n'a pas de prix, hein, quand on est fidèle, quand on est content dans une chaîne d'hôtels, qu'on a été bien reçu, les gens ont tendance à revenir dans le même hôtel, on a de bons souvenirs, et donc ça c'est une stratégie, la qualité en quelque sorte, hein. La qualité est donc quelque chose qui fidélise la clientèle, et donc un moyen de contrecarrer la concurrence. Là encore, on retrouve les établissements de coûts de transfert. Là encore, on retrouve la protection des technologies, ça peut être ça. Ça peut être là encore le contrôle des ressources rares ou de compétences distinctives. Et ça peut être également la réduction des coûts fixes, hein, par les économies d'échelle que cela entraîne. Et donc, ça permet de baisser le coût unitaire. Et puis le pouvoir de l'État, alors là on sait que l'État peut être à l'origine de lois qui vont être néfastes à mon marché, qui peut rendre plus coûteux le fonctionnement de mon marché. Alors là la réponse possible des entreprises, eh bien c'est la capacité de lobbying. Le lobbying c'est tout simplement la capacité, hein, lobby ça veut dire couloir en anglais, le lobbying c'est la capacité que des entreprises ont d'avoir des gens dans les couloirs, alors il s'agissait à l'origine le couloir du Congrès, où des gens étaient payés pour alpaguer les hommes politiques, pour les influencer, pour qu'ils votent des lois en leur faveur. Et donc le lobbying, eh bien, en général, oui, consiste à modifier le pouvoir de l'État. Alors on comprend bien que le pouvoir de l'État dans Pestel, c'est légal. C'était le L de légal, c'est le macro-environnement, sur lequel a priori on n'a pas d'action. Mais justement, l'action de lobbying consiste à faire en sorte que cet élément du macro-environnement, on puisse avoir dans le micro-environnement, on puisse avoir un accès dessus. Alors évidemment, c'est pas facile à faire, le lobbying, mais on sait que ça existe et il est probable, en tout cas je fais partie des gens qui pensent qu'une grande partie des décisions dites démocratiques sont bien souvent, non pas pilotées, on va pas exagérer, mais souvent très influencées par des lobbies. Voilà, alors donc j'ai une façon de réviser, de voir un petit peu l'analyse de Porter peut-être un peu plus en détail. Et donc là, un élément, c'est de regarder dans votre manuel, page 80, le cas Toyota, et donc notamment de répondre à la question 3, page 80. Et donc je vous laisserai lire les documents. Pourquoi et comment évoluer la position concurrentielle de Toyota en 2009? Quelle force a été à l'origine de cette évolution? Alors là, je vous propose de mettre un arrêt sur image, hein, de bloquer la vidéo, de prendre, il y en a pour une petite dizaine de minutes, lire les documents et prendre la peine de rédiger. Je passe à une proposition de correction, tout en suivant les recommandations méthodologiques que j'ai souvent suggérées, répétées, allais-je dire, dans cette partie-là. Donc on commence par une affirmation. La position concurrentielle de Toyota sur le marché de l'automobile a évolué défavorablement. Une phrase simple, c'est une affirmation qui est très claire. On ne fait pas des phrases trop longues, point. Une seule idée par phrase, ça suffit. Mais à chaque fois qu'on affirme quelque chose, je vous l'ai dit, souvent ça doit être suivi par une explication. Derrière l'affirmation, il y a l'explication qui souvent peut commencer par le « en effet ». En effet, son leadership a été remis en cause car un accident a terni la qualité de ses véhicules.
Et ensuite, et là on peut répondre à la question, la principale force du marché à l'origine de cette évolution est le pouvoir des consommateurs qui, effrayés par cet accident, se sont détournés de cette marque. Alors c'est très simple, ça tient en 3 phrases, elles sont claires. Entraînez-vous à faire ce genre de réponse. Si vous avez des facilités en écriture, eh bien, on utilisera ces facilités plus tard, mais j'aimerais bien que tout le monde arrive à répondre simplement, de façon structurée, à des questions très simples. Cela vous fera progresser. Voilà. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.